Bonjour, vous écoutez Modeste Schwartz, les post-occidentaux parlent aux post-occidentaux. Épisode 11 de cette série Entendu à Budapest. L'analyste dont les propos seront aujourd'hui relayés est Balint Shomkuti, travaillant donc au MCC. Il a déjà été présenté à l'épisode 8 de cette série. Dans un podcast diffusé aujourd'hui et enregistré probablement pas très longtemps avant, il répond comme d'ordinaire aux questions de Tomasz Kielaj pour la chaîne YouTube Ultrahang. Il aborde comme d'habitude beaucoup de questions différentes, mais il y en a une seule, ou du moins un seul propos que j'ai jugé bon de relayer, et ce le plus vite possible, encore le jour même. Après tout, en principe, c'est bien pour cela que vous suivez cette série de podcasts, pour être informé pratiquement en temps réel de ce qui se dit dans cette capitale d'un pays certes petit et pas très puissant ni économiquement ni militairement, mais qui, dans le contexte des événements ukrainiens, prend une certaine importance, étant donné qu'il est géographiquement, historiquement et politiquement, pourrait-on dire, aux premières loges. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, Henry Kissinger, dont la perception générale chez ces analystes est plutôt améliorative, c'est-à-dire on en parle quand même généralement plutôt sur le ton de l'admiration, pas toujours d'une adhésion surtout sincère aux principes idéologiques qu'il représente ou que représentent les puissances au service desquelles il a travaillé, mais bon, en général, à la différence par exemple d'un Soros, c'est une figure, on va dire, au moins respectée dans le monde intellectuel de la droite hongroise. Henry Kissinger est intervenu au sommet du groupe Bilderberg tenu à Lisbonne, comme il est intervenu en duplex en janvier de cette année au sommet de Davos. C'est un invité habituel et pour ainsi dire incontournable de tous les grands forums mondialistes. On pourrait dire qu'il a la clé. Et au cours de cette intervention, on a notamment remarqué un de ses propos qui portait sur l'intégration de l'Ukraine, sous-entendu en réalité de ce qui reste, d'un point de vue territorial, de ce qui restera à ce moment-là de l'Ukraine dans l'OTAN. Alors, réagissant à ce propos de Kissinger, Balint Shomkuti a l'impression, enfin, feint de croire, ou peut-être est-ce une erreur sincère, c'est pas exclu, ça m'étonnerait un peu de la part d'un analyste aussi sérieux que Balint Shomkuti. Enfin, lui, visiblement, il réagit comme si ces vœux donc de Kissinger, cette opinion selon laquelle l'intégration de l'Ukraine, ou sous-entendu de ce qui en reste dans l'OTAN, serait désormais souhaitable, donc Chomsky a l'air de considérer ça comme une nouveauté, comme une inflexion dans le discours de Kissinger. Techniquement, c'est une erreur. Kissinger a adopté cette position il y a déjà plus d'un semestre. Ça fait presque un an. À ce moment-là, effectivement, ça représentait une inflexion par rapport à des propos antérieurs de Kissinger, euh, mais que pour ma part, je m'explique par le fait que dans cette antériorité, en réalité, il n'y avait pas d'actualité de la question, hein. C'est-à-dire qu'avant l'opération militaire spéciale, bon, pourquoi l'Ukraine devrait, notamment devrait à court terme, finir par faire partie de l'OTAN? C'était pas une question particulièrement brûlante, donc une manière assez simple de l'écarter, de botter en touche, pour ainsi dire, c'était de jouer au fétichisme du droit, hein. Donc l'Ukraine a des conflits, des opérations, des opérations militaires. Bon, à l'époque, la Russie n'assumait pas encore son implication comme depuis février 2022, mais c'est l'Ukraine en tout cas l'en accusait de toute façon.
Et un État, en vertu de je ne sais plus quel article de la charte de l'OTAN, un État en situation de guerre ne peut pas rejoindre, j'allais dire en cours de route, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Telle était d'ailleurs aussi, on va dire, la réponse stéréotypée qu'on trouvait à l'époque. Et là, en revanche, quand je dis à l'époque, je fais référence à une période qui s'étend pratiquement jusqu'à hier. Chez les analystes hongrois, et d'ailleurs les décideurs, les autorités gouvernementales de la dernière décennie, qui elles aussi bottaient en touche, enfin donnaient l'impression d'être foncièrement opposées à cette adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, mais se gardaient bien évidemment de justifier cette position euh, en exposant, disons, sincèrement leurs raisons, les raisons de leur opposition, et préféraient botter en touche, donc en évoquant ce fétichisme du droit, hein, euh, parce que tel ou tel article, etc. Donc c'est les raisonnements à la Asselineau. Hein, bon. Moi, j'ai jamais pris ça très au sérieux, comme en général la fétichisation du droit, je trouve que c'est assez infantile. Euh, le moment venu, hein, il faut se souvenir qu'en vertu des constitutions, des règlements, etc., le covidisme, c'était pas possible, bah ça a quand même eu lieu. Le blé ukrainien serait pas censé pouvoir être vendu sur le marché de l'UE, or il l'est. Les SMS d'Ursula, voilà, la liste est désormais interminable. Le droit, et notamment le droit international, est une croyance qui appartient au passé. Pour comprendre les raisons réelles de l'opposition de la Hongrie pratiquement depuis son retour à la démocratie, ou en tout cas au camp occidental il y a 30 ans, à une éventuelle adhésion de l'Ukraine à quelque organisation euro-atlantique que ce soit, autant Union européenne, eh bien, il vaut mieux écouter György Nogrady, qui s'est exprimé en allemand dans une édition allemande du podcast habituel animé par Thomas Kirai, donc pour le public de langue allemande, avant tout en Allemagne, hein, en Hongrie, il n'y en a plus tellement que ça. Et Nogrady rappelait que quelques jours avant la dissolution officielle de l'Union soviétique, les autorités soviétiques désespérées, en faillite financière totale, exactement comme elles proposaient les îles Kouriles au Japon contre je ne sais combien de milliards, ont proposé à la Hongrie de récupérer donc l'oblast de Subcarpathie euh, en échange d'un soutien financier. Alors la transaction n'a pas eu le temps de se faire. Les Hongrois ont été assez prudents et de toute façon, au bout de quelques jours, la transaction devenait techniquement impossible puisque l'une des parties de la négociation avait légalement disparu. Il n'y avait plus d'Union soviétique. Mais le simple fait que la proposition puisse être faite explique que l'État ukrainien, donc post-soviétique, enfin il n'y en a pas eu tellement avant l'Union soviétique, hein, contrairement à ce qu'il raconte, bon, cet État ukrainien est né dès le premier jour avec l'idée qu'il existait un danger vital sur son flanc occidental et que ce danger s'appelle la Hongrie. Au demeurant, quand on mène une analyse géopolitique avec un peu plus de recul, on se rend compte que le jeu que plusieurs gouvernements successifs d'ailleurs, hein, pas seulement la Hongrie de Viktor Orban, et d'ailleurs pas seulement la Hongrie, mais aussi d'autres pays de la même zone, du flanc est de l'Union européenne actuelle. Ce jeu que ces États ont pu longtemps jouer en tirant profit finalement de leur situation frontalière, implique qu'ils ont tous, à divers degrés, mais surtout la Hongrie, intérêt à ce qu'il existe encore une zone tampon sur leur flanc oriental, entre eux, c'est-à-dire entre le flanc est de l'Union européenne et la grande puissance voisine, la Russie.
et que par conséquent, l'intégration de l'Ukraine, de tout ou partie de l'Ukraine actuelle, dans les structures euro-atlantiques, en les privant des avantages de cette situation marginale, sans pour autant conduire à leur désenclavement, là je pense avant tout à la Hongrie, qui est effectivement enclavée, euh, constitue euh, un inconvénient objectif, une perte objective pour, j'allais dire, un État hongrois quel qu'il soit. Et donc toutes ces raisons expliquent que la Hongrie, et tout particulièrement la Hongrie de Viktor Orban, ou du moins la Hongrie du Fidesz tel qu'il est revenu au pouvoir en 2010, a toujours été opposée à l'intégration de l'Ukraine, notamment à l'OTAN. C'est malgré tout toujours gardé de s'exprimer trop clairement sur les raisons de cette opposition, et c'est jusqu'à présent contenté de botter en touche en sortant ce joker donc du droit, hein, de la charte de l'OTAN qui ne permettrait pas, etc. Et ça, jusqu'à, je dirais, hier, c'était, à part pour quelques cercles ultra-atlantistes de la gauche hongroise, mais qui sont vraiment insignifiants hein, dans le débat et dans la société hongroise, c'était une sorte de tabou. Hein. C'est-à-dire le fait même d'envisager la possibilité d'une intégration de l'Ukraine, encore une fois tout ou partie de l'Ukraine actuelle, dans l'OTAN, était une sorte de no-go zone conceptuelle. C'était réputé impossible, plus ou moins sincèrement, mais en tout cas, il était d'usage d'en parler comme ça. Et voilà qu'aujourd'hui, j'entends donc Balin Chomkuti, répondant aux questions de Thomas Kelai, déclarer tout d'un coup que oui, finalement, ça reste improbable, mais à tout prendre, peut-être qu'on pourrait envisager que, en fin de compte, l'Ukraine soit moins dangereuse une fois intégrée à l'OTAN que dans sa situation actuelle, qui est de dépendance pratiquement totale de facto, mais d'indépendance politique formelle. Hein. C'est censé être un État indépendant pour l'instant. Et là, on constate un point d'inflexion qui m'incite, moi, à penser que entre les présupposés qui conditionnaient la position précédente, c'est-à-dire de toujours botter en touche en disant que de toute façon c'est impossible, tant qu'il y a ces conflits, etc., il ne peut pas en être question, et ce nouveau discours consistant à dire que bon, bah, le moment venu, le cas échéant, après un cessez-le-feu, hein, ça pourrait finalement être un moindre mal. Pour moi, ça constitue un point d'inflexion assez important qui me dit quoi? Eh bien, qui me dit que au moment où je parle, les élites hongroises ont désormais avant tout peur du comportement du régime de Kiev dans un éventuel après-conflit. Plus exactement, que cette peur domine à présent euh, les autres sentiments, souhaits, projets, etc., euh, les, les déterminants, disons, qui avaient été ceux de la position précédente. Alors, pour expliquer cette hypothèse, quelques éléments de contexte. Et là, je présente volontairement, quelle que soit ma perception ou mon opinion à moi, je présente volontairement ces éléments dans la présentation qu'en donne Balin Chomkuti, qui est donc avant tout un analyste militaire, un historien d'ailleurs militaire. Il fait remarquer, comme la plupart des analystes en ce moment, que la fameuse grande contre-offensive de printemps et puis finalement d'été ukrainienne a l'air d'être ajournée, s'inédiée ou plus ou moins remplacée par des efforts plus localisés, plus dispersés. Bon. Par ailleurs, on se rend compte que l'offensive russe, dont il était aussi beaucoup question, n'a pas trop l'air non plus de prendre forme, ou si les Russes en préparent une, en tout cas, c'est d'une discrétion parfaite, il n'y a aucun signe pointant dans ce sens, et par conséquent, ce qu'on constate, en dépit d'intensification momentanée et locale,
qui peuvent encore être assez féroces, mais ce qu'on constate, c'est avant tout un début de gel du conflit. Et je dirais que d'un point de vue hongrois, le scénario le plus angoissant, en réalité, c'est celui-ci. C'est le scénario d'un gel du conflit à l'est de l'Ukraine. Non pas après telle ou telle bataille absolument épique qui, à vrai dire, indépendamment de son issue, hein, favorable ou défavorable, aurait normalement dû se traduire par un massacre de plus, c'est-à-dire notamment des pertes humaines, une fois de plus colossales du côté ukrainien. Mais simplement parce que peu à peu, et dans le cas des Ukrainiens, en dépit des encouragements, je dirais presque lourdingues à l'heure actuelle de leurs sponsors occidentaux, les deux armées ont l'air de vouloir arrêter les frais. Et ça, effectivement, ça pose potentiellement un gros problème à la Hongrie. Pas seulement à la Hongrie d'ailleurs, aussi à d'autres voisins occidentaux et septentrionaux de l'Ukraine. Mais tout particulièrement à la Hongrie. Pourquoi? Parce que de tous ses voisins, c'est celui qui a les pires relations avec le régime de Kiev, et c'est aussi probablement celui qui militairement est le plus faible. Or, autant le scénario d'une victoire russe, d'une déferlante russe, ne devait pas trop angoisser les Hongrois, parce que, en dépit des sentiments pro-russes de beaucoup de ces analystes, je pense que de toute façon, en l'avouant plus ou moins, mais ils n'ont jamais cru la Russie euh, concrètement capable de passer les Carpates. Autant le scénario d'une victoire ukrainienne, mais qui aurait forcément été, au moins du point de vue des pertes, une victoire à la Pyrrhus, ne devait pas trop les déranger non plus. C'est-à-dire que la reconstitution, par exemple, de l'intégrité territoriale pré-2014 de l'Ukraine, probablement sans la Crimée, mais à la rigueur qu'importe, euh, et donc la consolidation d'une Ukraine, mais où en fait il n'y a plus d'Ukrainiens, et notamment plus d'hommes ukrainiens sous 60 ans, tout ça ne devait en réalité pas angoisser outre mesure le pouvoir hongrois. En revanche, ce troisième scénario, celui vers lequel en ce moment on semble se diriger, est lui assez angoissant, dans la mesure où il implique que, surtout dans le cas de figure où les pertes, aussi bien ukrainiennes que russes d'ailleurs, auraient été surestimées, là je mettrai le lien en description à cette indiscrétion récente d'Alexander Loukachenko qui faisait état de ces cessez-le-feu informels ou spontanés, donc discutés entre officiers russes et ukrainiens, et dont l'effet, s'ils ont existé, a très certainement été d'épargner beaucoup de vies humaines et de gaspiller beaucoup de munitions. Donc surtout si on imagine des pertes surestimées, dans ce cas-là probablement de part et d'autre, le résultat de ce troisième scénario, c'est l'existence sur le flanc est de la Hongrie d'un État où il n'existe plus depuis longtemps, dans la mesure où ça a existé, mais aucune forme de démocratie, de pluralisme ou de liberté de la presse, doté de la plus grande armée européenne à l'ouest de la Russie, et au sud de la Turquie, mais là je renvoie à mon dossier récent dans le Courrier des stratèges, la Turquie n'a de toute façon aucune intention de se mêler, surtout militairement, à tout ça. Donc la plus grande armée de l'Europe à l'ouest de la Russie, probablement celle d'ailleurs des armées du monde, vu le peu de rotation, même comparée peut-être à l'armée russe, probablement celle des armées, on va dire, du monde blanc actuel, comptant le plus de soldats aguerris et aussi de soldats aigris. Euh, cette armée, donc d'au moins un demi-million d'hommes, est armée jusqu'aux dents, même si tout le matériel occidental n'est pas toujours arrivé, que tout ce qui est arrivé n'est pas toujours resté en Ukraine, hein. On a des cas assez... Bon.
Enfin, comparé en tout cas à tout ce qui se trouve sur le flanc ouest de l'Ukraine, même à l'armée polonaise, qui serait encore la plus sérieuse de ce côté-là, il y a, il y a une il y aurait dans ce cas-là une supériorité militaire absolument écrasante. Et donc, il est bien compréhensible que la Hongrie, avec son armée d'à peu près 10 000 hommes, et encore, il faudrait vérifier si elle est vraiment capable de les rendre opérationnels tous les 10 000, se sentent un peu dans ses petits souliers à l'idée de se retrouver voisine d'un pays comme ça, qui, qui plus est, est en ce moment, en dehors évidemment de l'armée, parfaitement exsangue, à demi détruit et puis aussi psychologiquement extrêmement abîmé, hein, avec beaucoup de ressentiment, que tel ou tel dirigeant, pas forcément Volodymyr Zelensky, qui durera pas forcément une éternité, mais même ses successeurs pourraient être tentés de rediriger, hein, quand on a une masse de citoyens aigris, très en colère et très bien armés avec l'expérience du feu, on peut très facilement céder à la tentation de dévier leur colère vers des objets ben, autres que le gouvernement central, par exemple. Donc, notamment vers des voisins, de préférence des voisins un peu moins puissants que la Russie. Et donc, suivez mon regard, hein, les Hongrois se sont déjà tenus ce raisonnement-là, faites-moi confiance. Et donc, à partir de ce moment-là, même si, comment dire, ça leur fait pas plaisir, mais en entendant les propos les plus récents, qui encore une fois n'ont rien d'extrêmement nouveau, hein, mais on fait semblant de les considérer comme tels, de Henry Kissinger, eh bien on comprend que dans ce nouveau contexte, tout d'un coup, les analystes hongrois, donc à commencer par Balint Chomkuti, finissent par dire que, ah ben oui, bah, tout compte fait, oui, d'un certain point de vue, dans certaines circonstances, il se pourrait que le vieux bonhomme ait quand même raison. Et là, je constate un autre point d'inflexion qui concerne, disons, la perception, l'évaluation de Henry Kissinger. Henry Kissinger, aussi bien chez les analystes hongrois, les gens proches du pouvoir hongrois actuel, que même beaucoup plus généralement, je dirais, dans tout ce qu'on pourrait appeler le camp pro-russe en Europe occidentale, hein, au sein de l'Union européenne et même un peu en Amérique du Nord, je me suis très souvent heurté à ce raisonnement, enfin, c'est ce que moi je considère comme des objections spécieuses, hein. Quand je parle de Kissinger, de son importance, de son rôle dans la définition de l'idéologie du mondialisme occidental, je me heurte très régulièrement, en Hongrie comme ailleurs, euh, ben, là aussi, hein, comme dans le cas de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, à, disons, des arguments, des réponses expéditives, bon, consistant à botter en touche. Et alors très souvent, ce qu'on me sert dans ce cas-là, c'est l'âge de Kissinger, hein, qui effectivement vient de fêter son centième anniversaire. Et d'ailleurs, il suffit de le regarder, hein, se déplacer. Oui, il a 100 ans, hein, ça se voit. Simplement, bon, au passage, on a tendance à oublier que nous ne sommes pas égaux devant les effets de l'âge, hein. Soros, comme on l'a bien vu à Munich, hein, où il s'est montré assez abîmé, Biden, tous ces hommes sont plus jeunes que Kissinger et, disons, aurait bien du mal à produire, même avec des notes, un prompteur, etc., un discours, je dirais, de 50% aussi cohérent que celui du centenaire Kissinger, hein, qui, au moins intellectuellement, a de toute évidence conservé pratiquement tous ses moyens. Ainsi, si vous avez des doutes, je vous conseille d'écouter par exemple son intervention en duplex, il n'était pas physiquement présent, lors du dernier sommet de Davos en janvier 2023. Autre argument spécieux que j'entends très régulièrement, oui, mais Kissinger, oh, il change d'avis comme il change de chemise. Ah bon? Pour ma part, en analysant le parcours idéologique, enfin en tout cas le parcours du discours kissingerien,
j'ai repéré en tout et pour tout un virage majeur, si on peut appeler ça un virage. C'est-à-dire qu'effectivement, son discours a énormément changé, je dirais, lors c'est pas lui, de mon point de vue, c'est pas tellement le point de vue de Kissinger qui a changé, c'est le monde qui a changé autour de lui et il en a tenu compte. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, avant tout, en 1991, hein, le plus grand événement de la seconde moitié du XXe siècle, l'Union soviétique a disparu. Et donc, tout son discours, qui était jusqu'à présent surdéterminé avant tout par la guerre froide, l'opposition du monde libre, ou de l'auto-intitulé monde libre, au monde soviétique et pro-soviétique, eh bien, ce discours, à ce moment-là, a forcément été reconfiguré, hein. Donc oui, on peut constater à ce moment-là une inflexion, je dirais de mon point de vue la seule inflexion majeure du discours de Kissinger, et depuis, il n'y en a plus, ou du moins plus disons, d'importance comparable. Il y a eu de petites inflexions, comme celle que j'ai évoquée à l'instant concernant l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, et là aussi, ce n'est pas tellement le point de vue de Kissinger qui change, c'est la situation. Hein. C'est-à-dire, il serait parfaitement idiot de faire de Kissinger, on va dire, un apologète, hein, comme c'est ce petit personnel-là, diplomatico-médiatique, les escortes balto-scandinaves de l'OTAN. Bon, tout ça, c'est du tam-tam, hein, c'est des héros de foire. C'est bon. Kissinger, il est bien au-dessus de tout ça, hein. Il n'est pas là pour faire la retape. Bon, et quand bien même il la ferait, son rôle dans l'histoire, c'est pas de faire de la retape pour l'OTAN. Hein. L'OTAN, c'est un instrument du mondialisme, exactement comme l'Union européenne l'est, le groupe Bilderberg, la commission trilatérale, euh, Davos, avant tout Davos, fondé par son bras droit, son élève, sa créature, Klaus Schwab. Kissinger a de toute façon trempé à un titre ou à un autre dans la création de tous ces forums. Hein. Donc, comme je le disais de manière apparemment humoristique en introduction, bah, il a les clés. Alors, pourquoi cet aveuglement, j'allais dire jusqu'à hier, de beaucoup d'analystes hongrois et aussi en France d'ailleurs d'une grande partie du milieu pro-russe vis-à-vis de l'importance, de mon point de vue incomparable, de Kissinger, de sa pensée, de ses théories dans le processus effectif du mondialisme. Eh bien, je dirais avant tout parce que quand on suit et comprend le discours kissingerien de la dernière période, le discours kissingerien des dernières décennies, on se rend compte que c'est un discours de la fin de l'histoire, c'est un discours qui, de manière finalement beaucoup plus intelligente que celui de Fukuyama dans les années 90, mais qui condamne la géopolitique. Alors bien sûr, Kissinger peut se tromper. Il peut avoir surestimé la fiabilité, la loyauté, notamment de ses amis chinois. Hein. Est-ce qu'ils resteront fidèles jusqu'au bout au projet? On peut se poser la question. Ça dépendra aussi des évolutions internes de la société chinoise, etc. Enfin, ce que lui voit, c'est que à l'est, à l'ouest, au sud, au nord, il n'a que des amis. Hein. C'est-à-dire des membres de la caste davosiennes, qui sont tous, à un degré ou à un autre, et selon une modalité ou une autre, acquis à l'idéologie du multilatéralisme. Or, ceux qui, d'une manière, je dirais, assez sentimentale et infantile, prennent parti pour tel ou tel bloc, pour tel ou tel acteur, qu'ils s'imaginent sous les traits du protagoniste potentiel, de l'un des protagonistes d'une potentielle guerre mondiale, au demeurant impossible dans un environnement nucléarisé. Eh bien, ces gens-là ont naturellement absolument besoin de croire à, je dirais, l'hostilité profonde et irréconciliable de ces acteurs. Hein. Ils ont besoin de croire, pour les uns, à une Russie qui aurait pour projet de faire avancer ses tanks jusqu'aux plages de Normandie, et pour les autres, à un Occident collectif, comme ils disent,
qui projetterait l'invasion, le renversement, la division de la Russie. Euh, et à partir du moment où on s'est installé dans cette vision du monde qui souvent prend en réalité la forme d'une croyance, hein, para-religieuse ou néo-religieuse, eh ben on entre très souvent, hein, je l'ai constaté chez des gens pourtant d'une grande intelligence, mais dans un état de cécité et de surdité induite, hein. C'est-à-dire que ces gens parlant plusieurs langues, extrêmement cultivés, etc., ont entendu Emmanuel Macron à Munich cet hiver expliquer que non, on n'allait pas faire de changement de régime en Russie. Non, ce serait pas une bonne idée de diviser la Russie en plusieurs États, en diverses entités de plus petite taille. Ce faisant, il répétait, il reformulait les propos de Kissinger un mois plus tôt à Davos. Euh, et tenu en anglais, mais tous ces gens, tous ces intellectuels, pourtant comprennent parfaitement ceux à qui je pense, le français, l'anglais, etc., ont entendu ces propos et les ont écartés d'un revers de la main. Bah, Macron, de toute façon, c'est en même temps, il raconte n'importe quoi, voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en revanche, George Soros, qu'ils ont en revanche tendance à considérer, je pense, comme beaucoup plus intelligent qu'il n'est, surtout ces derniers temps, parce vraiment, il descend beaucoup. George Soros, lui, a très très bien compris ce qui se disait à Munich et il n'était pas content du tout. Le discours de Soros à Munich, je renverrai peut-être, je mettrai un lien vers la brève que ça m'avait inspiré à ce moment-là, consiste en revanche à se plaindre très explicitement, avant tout de l'administration Biden, mais on peut ajouter, on va dire, une queue de comète comme la France d'Emmanuel Macron. Euh, et Soros leur reproche bah, justement ça, justement de n'avoir en réalité aucune intention de changement de régime ou de refonte des structures étatiques, que ce soit vis-à-vis de Pékin ou de Moscou. Hein, ce que lui, en revanche, Georges Soros, effectivement, dans sa relative imbécilité, aurait bien aimé et a peut-être même cru possible à un moment. Bon, de toute évidence, ça ne se produira pas. Et la principale raison, hein, expliquant que ça ne se produira pas, c'est que ce que tous ces gens appellent l'Occident collectif n'a en réalité aucune intention de le faire. Et là, forcément, il y a, je dirais, un troisième point de vue, peut-être moins idéologique, tenant moins aux principes, et plus finalement à la psychologie, à la sociologie des activités intellectuelles, de l'activité d'analyse, etc. Et bon, étant moi-même devenu journaliste, je ne l'ai pas toujours été dans ma vie, je peux comprendre que effectivement, quand en tant que produit médiatique, ce qu'on est tous à partir du moment où on a accès à l'espace public, quand on a, pendant maintenant plus d'un an, hein, puisque cette hystérie ukrainienne dure depuis 15 mois, quand on a fait son beurre sur cette idée, construit sa popularité, regroupé un fan club, sur cette idée qu'il y a une guerre mondiale imminente, l'idée qu'en réalité les acteurs majeurs de la crise ne sont pas sincères dans la volonté d'anéantissement réciproque qu'ils affichent parfois, je précise parfois, parce qu'à d'autres occasions, ils ne prennent même pas la peine de l'afficher ou de la feindre, je comprends très bien que ce soit qu'on se sente un peu gêné quand quelqu'un pointe vers la possibilité que tout cela ne soit qu'une comédie. Euh, Cela dit, je pense aussi que l'une des conditions essentielles d'une analyse lucide et d'une vision du monde un tant soit peu lucide, c'est de s'obliger à ce que Nietzsche appelait penser contre soi, c'est-à-dire à cet exercice, cette gymnastique assez désagréable, consistant à toujours accorder une attention toute spéciale, justement aux hypothèses qui nous dérangent. Voilà, circuler, il n'y a rien à voir.